Sur une des consultations dédiées en Île-de-France, on recensait 10 demandes de changement de sexe par an il y a 20 ans. On en recense 10 par mois aujourd'hui. Réseaux sociaux, séries, émissions de télé, films, livres, journaux, il faut dire que tous ces supports font régulièrement la promotion de jeunes ou d'adultes qui ont changé de sexe. Présentées presque exclusivement sous un jour positif, ces histoires ont envahi les cours de récré et viennent alimenter les conversations de nos enfants et de nos ados, quel que soit leur milieu social ou le type de leurs établissements scolaires. Comme si changer de genre était une question banale, naturelle même. Alors voilà la question que nous allons poser tous ensemble aujourd'hui. Que faire quand la question surgit? Comment réagir quand les enfants veulent changer de sexe? Tentative de réflexion et j'espère de réponse à cette question dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir pour commencer Céline Guillaume. Bonjour Céline. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir, vous qui êtes la présidente du groupe La Procure, vous qui avez écrit Dieu est passé par là, et puis Chercher la femme, votre petit dernier qui est fraîchement sorti chez Salvatore, chez Auxerre, pardon, si je ne me trompe pas, pardonnez-moi, je confonds tout le temps les deux. Et donc il est question forcément de cette question du genre, de la quête d'identité, de la quête, tout simplement personnelle, individuelle dans ce livre, aujourd'hui qui pose question sur plusieurs champs. Pauline Quillon est également avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes toujours journaliste agrégée de lettres modernes. Vous êtes devenue journaliste aujourd'hui. Vous êtes journaliste à Famille Chrétienne. Vous êtes spécialiste justement des questions de société et vous avez consacré cet ouvrage Enquête sur la dysphorie de genre, publié chez MAM l'an dernier. Et enfin, j'ai la joie de recevoir autour de cette table Pauline Arrigui. Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir, parlez bien dans votre micro. Il y a deux Pauline dans cette émission. Journaliste que vous êtes, journaliste indépendante, spécialiste des questions des droits des femmes et de bioéthique. Et vous venez pour votre part de publier Les ravages du genre aux éditions du Cerf. Alors voilà que nous avons fait ce petit tour de table de présentation. Mesdames, à l'heure où nous posons cette question, c'est vrai que nous, enfants ou ados, il y a quelques dizaines d'années ou quelques années, je suis pas du tout en train de nous vieillir, mais bon, nous sommes un peu des dinosaures autour de cette table, puisque ça nous serait apparu comme une question farfelue, comique, n'est-ce pas Céline Guillaume, pour commencer? Alors effectivement, je pense que les temps ont beaucoup changé et qu'à notre époque, même s'il était assez courant que les adolescents se sentent pas très bien dans leur basket, parce que je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la croissance de la personne humaine, c'est vrai qu'on ne se posait pas du tout ces questions-là. Donc c'était il y a encore 10 ans, il y a encore 20 ans, vous diriez quoi, mesdames? Vous me rajeunissez, merci, mais moi c'était il y a plus longtemps, c'est plutôt il y a 35 ou 40 ans presque. Ouais, donc, mais vous pensez qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas? Il y a eu un tournant en 2010. Mesdames, Pauline Arrigui. Oui, il y a eu un tournant en 2010. En fait, 2010. C'est vraiment le moment de la rupture. Pourquoi 2010? Parce qu'il y a eu un changement de définition à l'OMS et dans le DSM. C'est autour de 2009. Et en fait, ça a changé la définition de ce qu'on appelait avant les transsexuels. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une toute petite minorité d'hommes adultes qui font une transition chimique, chirurgicale. Donc ça a toujours existé, mais c'est vraiment une petite minorité qui ne voulait pas changer la définition de hommes et femmes. Et en fait, depuis 2010, comme vous le disiez, il y a une multiplication par 10 ou plus suivant les pays. Et cette fois-ci, ce sont des jeunes qui se disent transgenres. Multiplication par 10. On est dans cet ordre des choses. D'accord. Pauline Quillon. Alors, effectivement, ça s'est joué à ce moment-là. Cette transformation de la notion a été à l'origine de ce développement très important du phénomène qui avant existait, mais de façon vraiment très marginale. Ouais. Moi, j'enseignais en 2010 et j'étais... Qu'est-ce que vous enseigniez à l'époque? J'enseignais le français. Le français. J'étais prof au lycée. Et j'ai fait à l'époque... je faisais tous les ans un établissement différent. J'étais titulaire sur zone de remplacement. Et sur aucun des établissements dans lesquels j'ai pu travailler pendant 4 ans, je n'ai rencontré cette question-là, jusqu'en 2012-2013. Et donc, effectivement, ça a commencé en 2010, mais c'est arrivé vraiment en France un petit peu plus tard. Et ensuite, à partir du moment où ça a commencé, ça s'est répandu comme une traînée de poudre de façon extraordinairement rapide. Et moi, à ce moment-là, j'étais journaliste à Famille Chrétienne et j'ai vu apparaître le phénomène et j'ai été frappée
par sa rapidité, son caractère soudain, et puis l'unanimité qui accueillait ce phénomène, aussi bien dans la presse et les adultes qui l'accueillaient sans recul critique, comme si ça allait de soi, alors que c'était tout à fait stupéfiant. Enfin, c'était quelque chose qui, évidemment, défiait la représentation commune de l'homme et des femmes. Quel a été le moteur de cette espèce de raz-de-marée, si j'ai bien compris, sociétal, psychologique, aussi massif, Céline Guillaume, à votre avis? C'est quand même étonnant, hein, on est là pour y réfléchir tout aussi ici, mais... Alors, je ne suis pas non plus une spécialiste du sujet, c'est vrai que j'ai été très attentive, on a 5 enfants, garçons et filles. Alors, j'ai pas précisé que vous étiez aussi là en tant que maman, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc je me placerai plutôt de ce point de vue-là. Donc nos enfants sont de grands adultes maintenant, mais c'est vrai qu'on ne se sont pas du tout posé ces questions-là, même si l'idéologie de genre commençait à se faire entendre. Et je me souviens de, effectivement, notre dernière fille à l'adolescence qui un jour est rentrée en se posant quand même des questions, en se disant mais qu'est-ce que j'entends, c'est quoi ces histoires d'idéologie de genre, etc. Mais sans aller jusqu'à se remettre en question elle-même. Mais déjà, la question la titillait quand même. Il y a une dizaine d'années, effectivement, oui. Dans le privé, catho, tout va bien, quoi. Voilà, et ça. En fait, la question émerge quand même, ce qui veut dire qu'il y a une espèce de c'est toujours des raz-de-marée un peu invisibles, hein. C'est sournois, hein, ces questions sociétales, et comme celle peut l'être celle du genre, justement, qui vient... Oui, pardon, juste, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup à faire sur ce sujet-là. Enfin, Pauline vous en parlerait mieux que moi, mais effectivement, il y a une croissance, Pauline, vous l'évoquiez tout à l'heure, de l'accès aux réseaux sociaux des jeunes. Je vois entre même notre aînée et notre dernière fille. Notre dernière fille a eu un téléphone portable plus tôt que notre fils aîné. Alors, on a eu raison, on a eu tort. Enfin, voilà, on essaie de vivre avec son temps, même si on met des limites. Et donc, effectivement, elle, quand elle était en collège, elle a vu des images, entendu ou lu des articles, etc., qui pouvaient être troublants. Ouais. Et les pousser à se poser des questions qui peut-être ne se posaient pas au fond, mais on leur dit qu'il faut se poser la question et que c'est tellement normal de se poser la question que finalement tout le monde se pose la question. Mais ça vient d'où, en fait? Est-ce qu'on a une idée, Pauline Arrigui? Ça vient d'où? C'est une volonté... alors ça y est, on va me traiter de complotiste, mais ça vient d'où, cette affaire? C'est la faute à qui? C'est assez complexe, mais en fait, déjà, il y a l'idée du genre masculin et féminin. Alors, au début, on se disait... Il y a des femmes et il y a les hommes. Et en fait, du fait de notre biologie, il y a des stéréotypes et des rôles sociaux qui pèsent sur les hommes et les femmes. Donc ça, c'était une première idée. Ensuite, ça a évolué. Ça, c'était pas si mal, d'une certaine façon. Non, je suis d'accord, mais le problème, c'est que ça a évolué ou ça a été perverti. Et en fait, l'idée, c'était de dire on peut être une femme avec un rôle socio-masculin, on peut être un homme, donc l'inverse. Et en fait, de détacher les deux. Ce qui donne des hommes qui sont en fait des femmes, des personnes non-binaires qui ne sont pas dans le genre. Voilà, le problème, c'est de détacher les deux. Donc, en fait, ça donne des personnes qui sont aussi dissociées de leur corps. Parce qu'en fait, quand vous dites « j'ai un corps de femme, mais peu importe, puisqu'en fait, j'ai une personnalité d'homme », et c'est cette réalité de ma, entre guillemets, personnalité d'homme qui compte plus que mon corps, en fait, vous avez des jeunes qui sont... en fait, qui pensent plus, voilà, qui sont détachés de leur corps. Après, pourquoi ça a autant de succès ? Aussi parce que c'est quelque chose qui répond à beaucoup de problèmes, en fait, et d'interrogations. C'est-à-dire que on en parlait quand une jeune fille, c'est une grande majorité de jeunes filles aussi qui se disent transgenres. Ça, c'est une information importante. En fait, quand une jeune fille a un très très mauvais rapport à son corps du fait de traumatisme sexuel, il y a beaucoup de jeunes filles autistes aussi, des jeunes filles qui sont lesbiennes et qui ne veulent pas se l'avouer. En fait, vous êtes transgenre, c'est vraiment une réponse qui rassure tout le monde. Donc en fait, vous avez tel problème. Comme un antidote aux problématiques, au mal-être. C'est un peu ça, finalement. C'est un combo, quoi. C'est la petite recette. Tiens, vous avez pensé à ça? Changez de sexe, tiens, vous allez voir. Oui, c'est un peu ça. Ça apparaît comme... Pardon. Ouais, de Pauline. Pauline Fillon. Oui, il y a quelque chose un petit peu comme ça. En tout cas... Comme vous disiez, Pauline, il y a quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle population qui apparaît, c'est celle des jeunes filles, qui n'étaient pas du tout présentes. Hier, quand on parlait d'enfants, de personnes qui voulaient changer de sexe, il s'agissait d'un homme adulte qui souffrait d'une dysphorie, donc cette dissociation, cette souffrance de ne pas se ressentir... homme ou femme, dans son corps. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes filles, c'est totalement nouveau. Or,
devenir une jeune fille au moment de la puberté, et ça, ce n'est pas du tout nouveau, en revanche, c'est difficile. C'est une expérience qui est difficile parce que le corps change de façon importante. Évidemment, l'arrivée des règles, la puberté, elle implique évidemment aussi un changement du regard des garçons sur soi, regard qui est de plus en plus difficile peut-être à assumer dans une société qui a perdu tout repère sur la façon dont les garçons et les filles peuvent interagir entre eux. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, il y avait énormément de jeunes filles qui exprimaient leurs troubles, leurs souffrances à travers l'anorexie mentale, et qui était aussi une expérience de dissociation par rapport à son propre corps. On se ressent comme étant énorme alors qu'on est très maigre, et on en est absolument convaincu, et on en souffre de façon profonde. Donc ce n'est absolument pas quelque chose que l'on s'invente, ou qu'il ne s'agit pas d'une mode. Enfin ça, c'est très important. Or, aujourd'hui, ces jeunes filles, l'anorexie a tendance à diminuer auprès des jeunes filles. En revanche, on a une augmentation et même une invention de la jeune fille trans, donc qui veut devenir un garçon. Et ça, c'est quelque chose qui est sans doute un indice intéressant. C'est-à-dire que la société offre à des enfants en souffrance des pistes interprétatives à travers lesquelles elle peut comprendre ou elle peut exprimer son trouble. Hier, ça pouvait être l'anorexie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la transidentité. La transidentité. Mais voilà, moi je conteste ce terme parce qu'il n'y a pas une identité trans, il y a une dysphorie, c'est-à-dire une souffrance authentique. Et la différence, quand même, qui est très très importante, c'est que la jeune fille anorexique, nous ne l'encouragions pas à arrêter de manger. C'est une vraie maladie. Nous ne lui disions pas, bien sûr, tu es énorme, arrête de manger, tu as raison, tu te ressens énorme. Toi seul est capable de savoir quelle est ta vérité, donc arrête de manger. Voilà, aujourd'hui, une jeune fille qui dit « je me sens mal avec ce corps, je ne supporte pas de le voir se transformer en corps de femme », on lui dit « mais bien sûr, tu as raison, tu es un garçon, donc bien sûr, arrête tout ça et un jour, peut-être que tu te feras ôter les seins ». C'est la grande différence. Nous entrons dans le discours de la maladie, enfin, du trouble. On n'a pas le droit de dire maladie aujourd'hui puisque c'est sorti du DSM, etc., dépathologisé, mais le monde des adultes vient conforter, confirmer le ressenti de l'enfant. Et c'est ça la grande différence. Céline Guillaume, peut-être une réaction, et surtout, je me demandais tout simplement, comment avez-vous réagi quand votre fille est revenue avec cette question à la maison Alors de façon peut-être très basique, en fait, je lui ai dit, mais tu sais, quand tu ne sais plus, parce qu'on vit dans un monde quand même où les repères sont de plus en plus perturbés. Même si, en tant que parents, on fait ce qu'on peut pour essayer de transmettre certaines choses à nos enfants, etc., quand même, ils vivent dans une société où tous les repères sont de plus en plus flous. Et donc, je lui ai répondu simplement, alors est-ce que j'ai eu raison ou tort, en tout cas, c'était ma réaction, quand tu ne sais plus à qui te fier, regarde la nature. La nature ne ment pas. Quand tu regardes, un lion est un lion, une lionne est une lionne, et quand un lion et une lionne s'accouplent, ils font un petit lionceau, ils font pas une grenouille ou autre chose. Bon, alors c'est très basique, encore une fois, j'en ai bien conscience, c'est très simpliste. N'empêche que je me suis dit, il y a quelque chose de rassurant dans la nature, le soleil se lève le matin, se couche le soir, etc. Les saisons passent, les feuilles tombent, elles repoussent, enfin voilà. Et donc, repartons de là, si nécessaire, repartons à cette base très simple qu'est la nature, et elle a beaucoup à nous dire de ce que nous sommes, donc y compris en tant qu'hommes et que femmes. Je réagis à ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que cette dissociation qu'on encourage les jeunes à faire, ou les adultes d'ailleurs, entre le corps et l'identité, entre guillemets, est très perverse quelque part. Parce qu'en fait, c'est le dualisme de séparer le corps et l'esprit. Enfin, ça fait partie de vieilles tendances qui ont existé depuis le début de l'humanité, je pense, mais qui ne sont pas justes. Enfin, on est une personne humaine, on est un tout, avec les souffrances qu'on peut porter, nos histoires, les traumatismes, etc., mais on ne peut pas dissocier le corps de ce que l'on est au fond. Et quand on veut séparer l'un de l'autre, la personne de son corps, en fait, on s'égare, je pense, et puis ça peut faire pire que mieux, surtout. Est-ce qu'il y a une idée de possession, de contrôle? Oui, je pense. Enfin, quelque part, on a l'impression d'entendre une nouvelle théorie de l'homme ou la femme nouvelle. L'homme nouveau, la femme nouvelle, on va vous recréer. Vous allez vous recréer vous-même selon votre propre volonté. Et votre liberté. Et votre liberté, quelque part, il y a aussi, c'est toujours une tentation, c'est ce désir de toute puissance. Je veux contrôler mon corps, absolument mon être. Or, on sait que c'est complètement impossible, ça n'existe pas. Enfin,
Il faut juste faire preuve d'un peu d'humilité et de bon sens. En fait, on ne maîtrise pas grand-chose en fait, dans la vie et pas notre corps. C'est un refus d'être déterminé. Il y a une sorte de revanche contre une forme de déterminisme perçu par nos contemporains. Mesdames, qu'en pensez-vous, les Paulines? Pauline, pardonnez-moi de vous appeler les Paulines. Pauline Arrigui. Oui, c'est très juste cette idée de dépasser en fait notre condition de mortel. Il y a des hommes, des femmes. Voilà, on ne peut pas être les deux à la fois, ni l'un ni l'autre. Et en fait, cette volonté en fait, de un peu redéfinir aussi qui est l'humain, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le transhumanisme. Et en fait, moi, il y a quelque chose de très intéressant. Le éternel, etc. Oui, c'est vrai, ça. Le but du transhumanisme, c'est d'aller au-delà des limites de l'humain. C'est-à-dire, on va se mettre des puces dans le cerveau pour être plus intelligent, etc. Et en fait, si je dis ça, c'est pas une interprétation de ma part. C'est qu'il y a un milliardaire qui s'appelle Martin Rothblatt qui, en fait, a écrit, ils étaient un petit groupe, ils ont rédigé le premier texte international qui a inspiré après toutes les législations sur le transgenrisme. Et en fait, cette personne, donc c'est un homme qui est soi-disant devenu une femme, cette personne dit « Ah, mais en fait, la transidentité, c'est une étape vers le transhumanisme. » Et c'est totalement assumé. C'est une étape vers le transhumanisme. Oui. Ah oui. Pauline Guillon. Oui, bien sûr. Explication plus précise. C'est forcément, c'est-à-dire que le corps n'est pas la personne, le corps est un outil, un lieu d'expression de ce que je suis, comme finalement, c'est une image. C'est l'image, de la même façon qu'on a une image de soi sur TikTok, je modèle, je mets des filtres, de la même façon, je peux modeler ce corps qui est mon outil, qui m'appartient, qui n'est pas moi, et que je peux effectivement exprimer, changer selon mon bon vouloir. Mais je pense qu'il faut faire attention, parce que là, on parle effectivement de cette dimension idéologique qui fait que ça a tellement de succès. Il y a un mythe prométhéen, il y a une promesse, effectivement, qui nous parle de façon profonde, parce que ça nous promet, en fait, de nous libérer de nos limites corporelles, qui nous font tous souffrir. Effectivement, je ne suis pas tout, je n'expérimente pas tout, je vais mourir, bien sûr. Bon, alors, évidemment, c'est une promesse qui est séduisante, mais il y a autre chose quand même, et ça, c'est important, c'est que, quand même, la dysphorie, elle existe en dehors de ce discours idéologique. C'est-à-dire qu'il faut quand même parler aussi de ces très jeunes enfants, ces jeunes garçons qui, à 4 ans, disent à leur papa, à leur maman, « Je suis une fille, c'est terrible, je suis coincée dans ce corps », et qui réclament d'en changer. Ça, c'est très important, parce que si on le renvoie trop vite à un discours sur lequel « Voyons, tu as tort », tu vois bien tes organes génitaux, tu es un garçon. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens d'un témoignage d'un petit garçon comme ça, qui était allé voir, donc il y a une quinzaine d'années, avant toute cette vague, eh bien, était allé voir, ses parents l'avaient montré à un psy qui lui avait dit « Voyons, tu vois bien, tu as des organes génitaux de garçon, tu es un garçon. » Il a refoulé ça en lui. Il l'a gardé en lui et effectivement, il ne s'est jamais senti entendu dans ce qu'il ressentait. Et à l'âge de l'adolescence, ça a explosé et aujourd'hui, les parents n'ont plus qu'une solution, ou le perçoivent comme tel, c'est-à-dire d'accepter que l'enfant, effectivement, aujourd'hui prenne des bloqueurs de puberté, etc. Et je dis juste que c'est très important quand même de l'entendre comme quelque chose de sérieux, de l'écouter, dire je crois que tu le ressens. Enfin, c'est vraiment très important, ça. Effectivement, nuançons un peu nos propos, mesdames. C'est important de le faire. Nous avons 52 minutes et nous avons des parents certainement qui sont désemparés aujourd'hui et on les comprend. Voilà, ça peut arriver absolument à tous les parents. Et même, je vous posais la question de façon presque triviale, mais finalement, tous les enfants vont se poser au moins une fois dans leur vie. Maintenant, on peut le dire, presque à 100%, Céline, Pauline et Pauline, la question, peut-être pas de tout de suite changer de sexe, mais se questionneront sur leur identité. On ne peut pas passer à côté de cela, Céline Guillaume, pour vous aujourd'hui. Effectivement, je pense que le sujet est tellement évident et tellement affiché partout. Nos enfants ou les jeunes d'aujourd'hui ne passeront difficilement à côté de la question. Et je parle en tant que parent, je pense que la première chose à faire... On peut les enfermer hors contrat, on peut faire ce qu'on veut. Oui, mais ça, il y a Internet. Donc de toute façon, un jour ou l'autre, ils verront Internet et ils verront des choses que les parents ne souhaitaient pas qu'ils voient. La pornographie en fait partie, etc. Bon. Je pense que la première réaction à avoir devant n'importe quel questionnement d'un jeune, c'est l'écoute. Et ça, c'est vital, en fait. On a tous besoin d'être écoutés, encore plus les adolescents, parce que leurs questionnements sont existentiels et profonds.
Et donc d'être d'abord à l'écoute avant, même si spontanément à l'intérieur de soi, on a envie de bondir en se disant mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'elle me dit et ça, ça demande beaucoup de maîtrise de soi et d'autocontrôle, de se dire non, je ne vais pas bondir quand j'entends mon enfant me dire maman, je voudrais changer de sexe. C'est d'abord l'écouter, lui laisser exprimer ce qu'il a exprimé et puis ensuite essayer de comprendre d'où vient ce questionnement. Pourquoi est-ce qu'il ou elle se pose cette question ? Et puis, surtout ne pas juger, parce que ça ne fait pas avancer les choses. Ouais. Je pense qu'il faut beaucoup de patience et puis peut-être oser prendre la discussion en plusieurs fois pour laisser le temps de reposer les choses, de mûrir, laisser le temps aussi à ce jeune d'exprimer ses angoisses peut-être, ses craintes, ses questionnements, et puis d'avancer et accepter d'avancer petit à petit. Et je pense que l'écoute peut faire tomber beaucoup de barrières ou de blocages surtout. On voit bien dans les cas d'abus sexuels qu'il y a pu y avoir, etc., combien la parole est importante. Et quand un jeune qui a été abusé ne peut pas exprimer ce qu'il a vécu, il est doublement victime d'une agression et victime d'être seul avec ce traumatisme qu'il doit porter tous les jours de sa vie. Ouais, Pauline Quillon, et c'est important effectivement de garder son calme quand on est parent. Effectivement, dans un premier temps, c'est facile à dire, mais peut-être que c'est la première chose aussi que vous diriez, vous. Qu'est-ce que vous diriez ? Effectivement, ça peut arriver absolument à n'importe qui. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je lisais, comme tout le monde, le Club des 5. Oui. Claude, c'est Claudine. Et en fait, les petites filles de cet âge-là qui voulaient être des garçons, ça a toujours existé. Et la différence, c'est que, eh bien justement, Claudine, on lui permettait de s'appeler Claude, on lui permettait de vivre un peu comme un garçon, à la garçonne, et puis bon, on s'en formalisait pas plus que ça. Mais on ne disait pas à Claudine, tu es Claude parce que tu es un garçon. On lui disait pas ça. Alors, si on réfléchit, la façon dont hier on prenait le sujet, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on voit un garçon ou une fille qui dit, voilà, moi je m'identifie davantage en tant que garçon ou fille. Peut-être qu'effectivement, il y a un travail à faire sur nos propres attendus, nos propres stéréotypes de genre, ce que nous plaquons sur nos enfants. Est-ce qu'il faut le laisser être un petit peu plus souple, expérimenter des sports, des activités, des expressions de soi qui vont être plus conformes à ce qu'ils recherchent. Ouais. Mais en tout cas, il y a une chose qui est très, très importante, c'est qu'il ne faut jamais valider en fait le fantasme comme étant du réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expliquez à un enfant que son ressenti est le réel, alors dans ce cas-là, vous l'enfermez complètement en lui. Pour autant, on l'écoute. Mais attention à ne pas, à ne pas pour autant, justement, parce que ça n'est plus une écoute. On dit seulement à l'enfant, tu as raison, moi je ne t'écoute pas, je ne t'apporte rien. Tu es le seul à savoir qui tu es. Imaginez quelle est la solitude d'un enfant, l'angoisse à qui on dit, tu es le seul à savoir qui tu es. Le réel n'existe pas. Moi, je n'ai rien à dire sur ce que tu es. Toi seul, tu le sais. Toi seul, tu dois le chercher. Et nous sommes là pour t'accompagner. L'enfant est seul, il est enfermé. Et ça veut dire que le jour où lui, il est confronté à une réelle difficulté, à une angoisse, à une difficulté d'ordre psychologique, psychopathologique, etc., vers qui pourra-t-il se tourner puisqu'on lui a expliqué qu'il était le seul à savoir qui il était, à avoir la main sur lui, sur son destin. Et donc, il faut vraiment arriver à être présent auprès de l'enfant tout en lui expliquant où est le réel. C'est-à-dire, tu ressens ça, d'accord, tu ressens que tu es un garçon, très bien. Mais je ne crois pas que ça soit vrai. Je sais que tu le ressens, j'en suis convaincue, mais je ne crois pas que ça soit vrai. Je ne peux pas le croire. Voilà, arriver à faire cette distinction entre l'écoute et le refus d'entrer dans la conviction, qui est une conviction délirante. Pauline Arrighi, vous partagez ce point de vue Oui, bien sûr. Après, je voudrais dire aussi que, en fait, des enfants qui se disent transgenres, il faut savoir que, je m'adresse aussi aux parents qui peuvent énormément s'inquiéter, bien sûr, que, en fait, dans 80% des cas, après l'adolescence, cet enfant, donc ce jeune adulte, sera réconcilié avec son sexe. Donc, en fait, voilà, dans 80% des cas, c'est à l'âge adulte, ça va. Les gens sont réconciliés. Attendez, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on ne fait pas de transition, ça passera tout seul. Dans la majorité des cas. Oui. Et pour autant, ce qui se passe en France, c'est que quand un enfant, même des enfants prépubères, disent qu'ils sont transgenres, ce qui se passe, c'est qu'ils sont emmenés dans un parcours médical où ils prendront des bloqueurs de puberté. C'est-à-dire que dès le début de la puberté, et ça peut être...
11 ans, 12 ans, très très jeunes. En fait, ils emmènent leurs parents, hein, c'est ça? Oui, parce qu'il faut une autorisation parentale. Ouais. Après, les parents sont vraiment victimes de pression. Et quand je parle de pression, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de témoignages. Donc, en fait, assez souvent, les médecins leur disent, si vous n'accédez pas à cette demande de transition, votre enfant va se suicider. Et évidemment, c'est totalement paralysant pour les parents. Médecins, oui. Et c'est vraiment une croyance très répandue. Enfin, il y a vraiment un mythe du suicide autour de ça. Ouais. Et donc, c'est très paralysant pour les parents. Et donc, les enfants font un traitement qui bloque la puberté. Alors, c'est une catastrophe pour le développement corporel, mais aussi psychique, parce qu'on a besoin, en fait, de l'adolescence. Et voilà. Ouais, non, pardon, mais c'est vrai que c'est un peu époustouflant. J'ai envie de vous nous dire, Céline Guillaume. Oui, pardon, j'ai envie de réagir à ce que vous venez de dire, Pauline, par rapport, en pensant aux parents, justement. J'ai envie de poser la question à tous les parents qui nous écoutent, mais à nous aussi. Quel est celui ou celle parmi vous qui a bien vécu son adolescence? Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, moi j'en garde un très mauvais souvenir. J'étais fille, j'ai eu horreur de ma puberté, etc. J'ai trouvé ça très difficile à vivre. En plus, j'étais la fille aînée dans ma famille. J'avais des frères avant. Donc, première fille, c'est pas évident. Il faut enfoncer les portes. Voilà. Donc, j'en garde un mauvais souvenir. Et pour autant, aujourd'hui, je suis femme. J'ai écrit un livre sur le sujet. Et heureuse de l'être. Et j'ai des enfants. Et donc, oui, l'adolescence s'accompagne de moments inconfortables, voire très inconfortables. Il ne faut pas paniquer pour ça. Enfin, je veux dire, les parents, il faut aussi oser prendre un peu de recul en se disant, mon enfant se pose plein de questions. En fait, c'est normal. Il dit qu'il ne va pas bien. Ça fait partie de sa croissance. La croissance, elle ne se fait pas toute seule et ce n'est pas toujours facile. Ça peut être douloureux. Et pour autant, il ne faut pas valider, comme vous le disiez tout à l'heure, Pauline, le fait que s'ils se posent ces questions, leur dire « Ok, tu te poses des questions, on écoute, on essaie de comprendre, mais ne pas valider... vous utilisez le mot délire, je crois, qui est très fort, ne pas valider ça, quoi. Et pas les enfermer dedans, parce qu'en plus, je pense que si on les encourage dans cette voie, si jamais à un moment donné, ils se disent « Mais est-ce que c'est vraiment ça le sujet ?» Comment pourront-ils faire marche arrière ? C'est irréversible. S'il y a les médecins, etc., l'école, les réseaux sociaux qui leur disent « Mais en fait, tu as raison, et bien sûr qu'il faut que tu changes de sexe », mais mon Dieu, après, comment faire marche arrière avant même qu'ils aient fait l'opération? Mais seront-ils libres de faire marche arrière dans leur réflexion? Et ça, je ne suis pas sûre qu'on leur laisse cette liberté. Oui. Pauline Quillon, effectivement, j'aimerais bien qu'on éclaire un petit peu. Merci d'avoir commencé à le faire dans cette fin de première partie d'émission. Mais il y a certainement aussi, peut-être on en parlera au cours de cette émission, il y a vos ouvrages, mesdames, une littérature. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à s'éclairer un peu plus sur le sujet, dans le réel, en fait, parce que c'est ça dont il s'agit, pour éviter de rester enfermé dans ce fantasme. Et quand on est parent et qu'on n'est pas forcément très bien renseigné, il faut peut-être commencer soi-même par lire, par se renseigner. Qu'est-ce que vous conseillez les unes les autres? Pauline Quillon. Oui, sans doute. Il faut savoir, il faut être capable d'expliquer aux enfants en quoi et à quel point tout ce discours est fondé sur du vide. Expliquer qu'il y a, oui, des enfants devenus adultes qui détransitionnent et qui le regrettent. Quoi qu'on en dise, les témoignages sont nombreux. Il faut expliquer qu'effectivement, quoi qu'on en dise, les bloqueurs de puberté, puis, comme vous le disiez, les hormones croisées, ont des conséquences importantes sur la santé des enfants. Il faut leur dire que s'ils transitionnent, eh bien, ils n'auront pas une sexualité épanouie. Ils perdront, si en tout cas la transition a eu lieu avant la puberté, toute possibilité d'avoir des enfants de façon naturelle. Et que ce qui leur est promis, savoir le corps de l'autre sexe, la réalité de l'autre sexe, est un idéal qui n'est pas possible d'atteindre. Donc, effectivement, il faut informer l'enfant. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très important. C'est quelque chose qui se joue dans notre culture autour de la relation entre les hommes et les femmes et qui, à mon sens, explique ou donne des pistes d'explication justement pour ce développement du malaise dans l'identité sexuée. C'est, à mon sens, toute une présentation d'un féminisme à l'heure actuelle qui me semble vraiment néfaste pour les jeunes filles. De quoi s'agit-il quand on écoute les jeunes filles qui sont devenues des garçons, enfin qui ont fait ce chemin, qui reviennent en arrière? Elles disent toutes la même chose. J'ai détesté mon corps parce que être une femme, pour moi, ça signifiait quoi? En tout cas, que me disait la société sur la féminité? Ça signifiait être dominée.
ça signifiait être inférieur, ça signifiait être un objet de consommation, ça signifiait tout cela. Et donc, à partir de ce moment-là, devenir une femme n'était absolument pas désirable. Donc, il s'agit d'abord de rendre désirable être femme, être homme. Quelle figure d'identification nous proposons aux jeunes filles et aux jeunes garçons? Parce que finalement, les garçons ont le problème inverse. Effectivement, il y a un problème plus... Les enjeux sont un peu différents chez les garçons. On voit bien que souvent, ils racontent que la pornographie a joué un rôle très important parce que ça a pu développer des fantasmes fétichistes qui leur donnent l'idée, l'obsession de devenir le corps féminin. Donc, c'est des choses qui sont aussi des hypothèses qui sont intéressantes, mais qui peut-être que c'est marginal, mais en tout cas, on voit bien qu'il s'agit encore d'un malaise dans le rapport entre les hommes et les femmes. Donc, cette question sur le genre qui est présentée dans nos sociétés fatalement comme un lieu de conflit, comme un lieu de souffrance, comme un lieu de domination, et jamais comme un lieu, au contraire, de croissance et d'enrichissement des hommes par les femmes. Et en fait, tout le discours aujourd'hui sur le féminisme est un discours agressif, est un discours de haine de soi. Les femmes, les jeunes filles, on leur dit « sois féministe », ça veut dire quoi? Ça veut dire « affirme ta force, n'aie pas d'enfant, sois autonome, etc., etc., sois moche. » Enfin bon, non mais à la rigueur, c'est ce qu'on a dit. Oui, mais pourquoi pas qu'elle garde ses poils? On s'en fiche, qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas. Bien sûr, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on lui explique, c'est la seule façon d'être une femme qui ne se laisse pas écraser, qui ne devienne pas un objet de consommation. Mais attendez, mais on va où? Donc, il faut revaloriser une façon d'être femme, une façon d'être homme. Et là, effectivement, moi, je suis persuadée que à peu près seul le christianisme rend possible, en fait, une conception de l'homme et de la femme et une promotion de la femme qui ne se fasse pas au détriment des garçons, c'est-à-dire qui se fasse dans le sens d'une alliance, d'une admiration réciproque. Et pas pour autant d'une esclave comme on a tendance à le croire de prime abord. Il y a un travail à faire là-dessus aussi, sortir des stéréotypes de la femme boniche. Ouais, il faut arrêter avec ces histoires-là. Même si certains... bon, bref, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre question. On ne va pas semer l'embrouille dans cette émission qui est déjà suffisamment délicate. Comment réagir quand nos enfants veulent changer de sexe? Voilà la question que nous nous posons en compagnie de mes 3 invités du jour, qui sont Pauline Harry et son livre « Les ravages du genre » aux éditions du Cerf, Pauline Quillon, journaliste à Famille Chrétienne, et son enquête sur la dysphorie de genre chez MAM, et Céline Guillaume, « Chercher la femme » en 2023. Chercher la femme, j'espère qu'on la trouvera, la femme, et puis l'homme aussi. Mais oui, on peut après, tout à fait. La circulaire Blanquer, j'aimerais qu'on y revienne, puisque Pauline, qui ont été en train justement nous étions en train d'échanger toutes les 4 autour de toutes ces questions, la faute à qui, donc on revenait sur le facteur idéologique, le facteur sociétal, peut-être gouvernemental, je ne sais pas. C'est vrai qu'on voit des choses apparaître ici et là, fantasmes ou réalité, dans nos écoles, entre les cours de sexualité de la maternelle, est-ce vrai, est-ce faux? Tout ça, bon, on en parle beaucoup, de plus en plus, et heureusement aujourd'hui, la parole se libère autour de cela. Pauline Quillon, les circulaires Blanquer, parlons-en quand même. Oui, c'est un élément important parce que la circulaire Blanquer, c'était il y a déjà 2 ou 3 ans, j'ai plus la date en tête, recommandait, c'est ce qu'a dit la Haute Autorité de la Santé, ce n'est qu'une recommandation, donc recommande que tous les personnels de l'éducation, donc les enseignants, les encadrants, etc., accompagnent les enfants dans leur transition sociale quand la demande s'en fait sentir. À l'époque, la demande des associations qui défendent les droits des personnes trans était un peu déçue parce que la circulaire n'était pas allée assez loin, puisqu'elle réclamait quand même l'accord des parents. Voilà. Donc ça, c'était le coup de la limite posée à cette liberté. Qu'est-ce qui se passe objectivement aujourd'hui dans les écoles quand vous parlez à des enseignants? Eh bien, dans tous les cas, l'enfant obtient sans aucune difficulté. Moi, je connais très peu d'exceptions à cette règle. Il faut des chefs d'établissement vraiment courageux et c'est difficile parce qu'évidemment, il y a la crainte d'être mis en cause. Dans quasiment tous les cas, le chef d'établissement accepte,
si un des parents est d'accord, mais même souvent un des deux n'est pas d'accord, mais c'est pareil, accepte que l'enfant soit sociabilisé comme un garçon ou comme une fille, enfin dans le sexe opposé. Ce qui signifie, selon les cas, l'accès aux toilettes du sexe opposé, bien sûr, avoir un prénom, son prénom, voir son prénom changé, alors qu'il n'est pas changé, le sexe n'est pas changé à état civil. Hein. C'est pas possible de changer de sexe à état civil quand on est un mineur. On peut changer de prénom, mais pas de sexe. Bon. Pas encore. Non, pas. Voilà. Pardon. Donc, ce qui s'est passé et qui est très intéressant, c'est que le juriste pour l'enfance a posé un recours. Là, c'était en décembre. Hein, la réponse est tombée récemment auprès du Conseil d'État pour contester la circulaire Blanquer. Et ce qu'on lui a répondu, c'est que les arguments ne valaient pas, puisque ceux qui détransitionnaient, finalement, ne regrettaient pas d'avoir fait leur voyage, que les bloqueurs de puberté et les hormones croisées n'avaient pas de conséquences sur la santé et que, donc, circuler, rien à voir. Donc, les recommandations sont maintenues. Or, dans le même temps, en Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 2-3 mois, le ministre d'Éducation a, au contraire, recommandé que les écoles ne procèdent plus à ce qu'on appelle la transition sociale dans des enfants. Sauf en de très, très rares occasions. Donc, il y a de très nombreux critères, très solides, très difficiles. Et il recommande 2 choses, c'est-à-dire de vraiment faire attention à la vie médicale. Il faut vraiment que ça soit une demande très, très sérieuse. Parce qu'effectivement, il y a des enfants. Effectivement, en général, le risque de suicide est très, très largement surévalué, mais il peut exister. Il y a des scarifications, des tentatives de suicide qui peuvent exister. Donc, dans ce genre de situation, effectivement, il peut y avoir une tolérance. C'est ce dont parle en tout cas le ministère. Mais en tout cas, ce qu'il dit également, c'est que la liberté de conscience des enseignants doit être respectée et qu'on ne peut pas forcer un enseignant à utiliser le prénom le prénom du sexe opposé si ça va contre ses convictions. Donc, c'est-à-dire... Différence majeure avec la France qui va dans l'autre sens. La France, pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur ce terrain-là ? Parce qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous, sur le chapitre des transitions. C'est-à-dire qu'ils ont 10 ans avant nous commencé à opérer des jeunes, etc. Et commencent là-bas à s'entendre de façon beaucoup plus forte la voix de ceux qui ont détransitionné et qui font des procès. Et donc, demain, c'est le risque, évidemment, en France, que les jeunes disent aux éducateurs « Mais enfin, tu m'as laissé faire ». Alors qu'on peut savoir aujourd'hui que, comme vous disiez très justement, Pauline, normalement, dans plus de 80% des cas, quand un enfant souffre d'une dysphorie, elle se résorbe d'elle-même à l'âge adulte. Alors que si l'enfant a subi une transition sociale, dans l'immense majorité des cas, voire la totalité des cas, l'enfant ensuite prendra des bloqueurs de puberté. On dit, on va appuyer sur le bouton pause. Mais une fois qu'il a appuyé sur le bouton pause, qu'il est identifié par tout le monde comme étant un garçon, valorisé par tout le monde comme étant un garçon, que voulez-vous ? Sa liberté est complètement entravée. Et donc, progressivement, en fait, il va être entraîné dans ce train de la transition. En tout cas, pour rebondir sur cette circulaire Blanquer et l'état d'esprit dans lequel avancent les choses côté gouvernemental, éducation nationale et OMS, etc., autorité de santé, au risque d'être traité donc de transphobe, n'est-ce pas, Pauline ? Oui, alors la transphobie, c'est vraiment le grand mot qui est utilisé. Moi, combien de fois on m'a dit que j'étais transphobe, et surtout après la publication de mon livre, je ne compte pas et ça ne me touche plus. Pourquoi ? Parce que de dire que les personnes, notamment les parents qui émettent des réserves par rapport à la transition de leurs enfants, on leur dit qu'ils sont transphobes. Donc ça peut impressionner. Et transphobe au même titre que homophobe ou que d'autres, voilà. Et en fait, il y a une tactique de la part des transactivistes, ça a été de créer le sigle LGBT. Donc maintenant, on dit plus droits des homosexuels et lesbiennes, on dit les droits LGBT. Je veux dire, on entend toujours ce sigle, on ne le questionne pas du tout. Or, la différence, c'est que les lesbiennes et les gays, ça existe en fait, l'homosexualité. C'est quelque chose de réel qui a toujours existé, qui se manifeste dans le corps, etc. Tandis que la fameuse minorité trans,
en fait, il n'y a pas de minorité trans, parce qu'elle englobe à la fois les transsexuels qui se révèlent transsexuels à l'âge adulte, à la fois les adolescents qui se croient transgenres par fuite du fait d'être une fille, des transactivistes qui, de façon très agressive, vont influencer les jeunes, des hommes qui sont autogynéphiles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes, ça existe, ils ont une paraphilie, ils aiment se voir en femme. C'est leur paraphilie. Paraphilie. Oui, on appelait ça avant une déviance sexuelle. D'accord. Bon, maintenant, on appelle ça une paraphilie. Ça fait plus avant. D'accord. Voilà. De fait. Oui, on dit plus déviance parce que c'est un jugement moral, sauf qu'en fait, donc on dit paraphilie maintenant. Il y a toujours aussi cette idée intéressante de surtout pas de faire de jugement, il faut tout accepter. Voilà, ça procède aussi. En fait, de c'est ce ça mouvement. qui nous pousse justement à valider peut-être nos enfants quand valider en tout cas leurs décisions. C'est aussi, ça fait partie des arguments, malheureusement, mais c'est peut-être ça aussi qui pousse. Vous en parliez aussi, Céline Guillaume, tout à l'heure, à propos des phobes. Oui, c'est ça. J'allais dire, dans un pays où on est heureux d'être dans un pays de toutes les libertés, qu'en est-il de la liberté d'expression ? Et ce n'est pas parce que l'on pose une question sur quel que soit le sujet, d'ailleurs, on peut prendre les conflits géopolitiques, etc. Le fait de questionner, on ne peut pas nous plaquer des phobies sur tous les sujets dès qu'on aborde quelque chose ou qu'on ose poser des questions. Qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Oui, ou même que l'on pose des questions simplement. On peut quand même se poser des questions pour comprendre justement... c'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on est phobe, quel que soit le sujet. Enfin, je trouve ça... Et ça m'inquiète d'un point de vue plus général sur l'état de santé d'esprit de notre société actuelle. Ne pas remettre en question le fait qu'on ne puisse pas questionner un sujet quel qu'il soit, je trouve ça quand même grave. C'est pas normal. Non, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa place. Effectivement, que faire alors devant, effectivement, quand nos enfants sont à l'école, etc. Céline Guillaume. Oui, pardon, je voulais juste revenir sur ce que disait Pauline tout à l'heure au sujet des scarifications et des tentatives de suicide. J'allais dire, est-ce que dans ces cas-là, on questionne vraiment la cause de ces scarifications et des tentatives de suicide ? On a tendance à trouver derrière la nécessité de changer de genre toutes les réponses à toutes les questions et à tous les mal-être. Mais en fait, il y a quand même, je pense, un lien, une corrélation non négligeable de cas où une jeune fille ou un jeune homme, et particulièrement les filles, vont effectivement s'auto-scarifier, faire des tentatives de suicide. Et ce n'est pas du tout un problème d'être transgenre. C'est souvent lié à des abus sexuels. Or, ces abus sexuels, quand même, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça reste un sujet douloureux et difficile à aborder, et que plutôt que de faire face à une situation très douloureuse, que ce soit au sein des familles ou dans le monde médical, on préfère aller plaquer autre chose, une autre solution qui évitera d'aller voir la vérité de la situation du jeune. Et ça, je trouve ça aussi très, très embêtant et dommageable, je pense. Ouais. Que répondez-vous, Pauline Quillon ? Alors, pardonnez-moi de dévier un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on l'a vu, par exemple, mentionné dans le Figaro il y a peu de temps. Et c'est une phrase de Nicole Priolo. Alors, c'est un collectif, Claudine Junien. C'est votre sexe qui fait la différence, qui est sorti chez Plomb. Je ne sais pas si les unes les autres l'avaient lu, mais on peut changer de genre, mais pas de sexe. Est-ce que ça, c'est... on avance quand on dit ça ou pas du tout, au fond ? En fait, il faudrait, à mon sens, pas tellement, parce que c'est la notion même de genre qui pose problème, qui est ambiguë, parce que la notion de genre en anglais, c'est le sexe, et c'est un conglomérat, effectivement, entre le sexe et le rôle social. Il y a une notion qui n'est pas tout à fait la même. En français, le mot genre, c'est le genre grammatical jusqu'à très peu de temps. Bon, alors, on a plaqué ce mot, on est au mauvais genre, de quel genre de robe veux-tu, voilà. Mais quelle espèce de... Bon, on s'est saisi de ce mot-là pour plaquer quelque chose qui est un concept anglo-saxon et nous, on décorrèle complètement du mot sexe. Il y a le sexe et puis on dit qu'il y a le genre. Alors le genre, on placerait dedans un conglomérat de rôles définis selon qu'on est un garçon, selon qu'on est une fille. Enfin, moi, j'ai envie de dire, on s'en fiche du genre. Il n'y a pas de genre. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et puis, il y a une façon singulière qu'a chacun de devenir homme et femme. On en a assez de toutes ces espèces de plaqués, de catégories. Enfin, laisser les gens devenir
devenir eux-mêmes, se découvrir, laisser les enfants découvrir qu'ils ont des qualités. Effectivement, un garçon qui va avoir des qualités qu'on met classiquement chez les filles. Il aime le rose, ça ne fait pas de lui qu'il aura un genre féminin. Ça n'est pas vrai. Ça serait un garçon qui aime le rose. Et c'est très bien un garçon qui aime le rose. Et ça n'en fait pas un garçon sexe masculin avec un genre féminin. C'est faux. Ça en fait un garçon qui aime le rose. Et alors, il a le droit, non? C'est pas possible. C'était Pauline Quillon. On est obsédé par notre corps, en fait. Ça vient de ça aussi. On est à notre époque. Alors c'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on est en train de vivre, même nous quatre autour de cette table. Mais en fait, vous parliez d'une attendue, espérée, en tout cas retrouvaille apaisée entre l'homme et la femme. Peut-être que ça va guérir aussi ce mauvais rapport à nos corps, les uns, les autres, les unes, les autres, les uns, les autres, Céline Guillaume. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le corps fait partie de nous, de notre personne. La personne humaine est constituée d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Bon. Donc le corps fait partie de nous, enfin c'est partie totale de ce que l'on est. Et on est habité par quelque chose de très beau qui nous habite à l'intérieur, avec lequel parfois on a besoin de se réconcilier parce que nos histoires font que on a plus ou moins de facilité à vivre avec ce que l'on est. Et pour autant, donc notre corps, oui, il est comme il est. J'aurais voulu être blonde, plus grande, plus petite, plus mince, plus grosse. Je suis comme je suis et je fais avec. Et ça va bien. Parfois, ça prend du temps, mais c'est vrai que je pense encore une fois que les réseaux sociaux. Moi, je suis toujours effarée de voir le nombre de gens qui se prennent en selfie pour se mettre sur les réseaux sociaux. C'est un esclavage terrible quand même. Et si on passait moins de temps à se projeter... Ça ne nous aide pas. Ah non, pas du tout. Le regard des autres prend de plus en plus de poids, de plus en plus... C'est un esclavage, en fait. Ouais. Et de temps en temps, d'arrêter de se prendre en photo ou de mettre des photos partout sur les réseaux sociaux, je pense que ça nous ferait grand bien. Ouais. Il faut vraiment aider les jeunes à se détacher de ça. À dire mais laisse donc ton téléphone dans ton tiroir pendant 2 heures et puis arrête de... Écoute Céline Guillaume, Pauline Quillon et Pauline Guillaume. Merci en tout cas mesdames de nous avoir éclairé sur cette difficile question.